Salut et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à la mise en place d'un système de compte membre sur votre site en utilisant le framework CakePHP. Donc ce tutoriel va être décomposé en plusieurs parties et dans cette première partie je vous propose de faire les opérations basiques. Donc nous allons voir la mise en place d'un système d'inscription avec confirmation par email. Nous allons voir comment mettre en place un système de connexion et de déconnexion, donc c'est assez rapide avec CakePHP. Un système de rappel de mot de passe si vos utilisateurs n'ont pas une bonne mémoire. Et enfin on finira par la mise en place d'une page qui permet à chacun d'éditer son profil. Donc dans nos prochains tutoriels, on verra des choses un petit peu plus poussées, comme par exemple la gestion de compte plus ou de compte premium, ou encore un système de messages privés. On est parti. Donc pour le coup, je viens juste d'installer CakePHP, j'ai juste changé le layout par défaut pour avoir un petit affichage un petit peu plus sympa, et je n'ai fait aucune autre modification. C'est-à-dire que pour le moment, le framework n'est même pas lié à une base de données. Donc ce que je vais faire, c'est tout de suite le faire. Donc vous, normalement, si vous partez d'une application existante, c'est déjà fait. Là, moi, ce n'est pas le cas. Donc je vais renommer la configuration par défaut pour l'appeler database.php. Et ici, je vais garder seulement la configuration par défaut et lui dire d'utiliser localhost en mode root. Et le nom de la base de données, ce sera tuto. Et pour éviter les problèmes, on passe directement l'encodage en UTF-8. Voilà, donc là, ma base de données est prête. Alors là, moi par défaut, j'avais créé une petite vue pour avoir cet affichage-là. Je vais la supprimer, cette vue-là. Donc voilà, là, vous voyez que j'ai la page d'accueil par défaut. Alors la première chose que je vais faire au niveau de ma base de données, c'est créer ma fameuse table qui va accueillir mes utilisateurs. Donc cette table, je vais la créer relativement basique au début et au fur et à mesure, je la ferai évoluer suivant mes besoins. Donc je crée une nouvelle table que j'appelle users au pluriel. Donc ça, c'est important de bien respecter les conventions de CakePHP pour ne pas se compliquer la vie par la suite. Au niveau des colonnes, je mets un ID que je mets évidemment en auto-incrémente et en clé primaire. Ensuite, je vais avoir un champ username qui sera le login de l'utilisateur. Donc là, pour le coup, je vais mettre varchar de 255. Je vais prévoir des logins très longs. Et je vais rajouter d'autres champs. Donc j'ajoute encore un nouveau champ que j'appelle password. Donc ce champ permettra de sauvegarder le password de l'utilisateur. Donc de la même façon, je mets varchar et 255. Donc là, de toute façon, il va être encodé et il va avoir une taille fixe, mais je ne me soucie pas trop du problème pour le moment. Je n'aurai pas de problème de performance à ce niveau-là. Donc je vais continuer, je vais encore ajouter un nouveau champ que je vais appeler created qui me permettra de connaître la date de création du compte. Donc ça, c'est un champ que l'on nomme comme ça parce que la convention de CakePHP veut qu'il soit nommé comme ça. Ça évite d'avoir des problèmes après. Et automatiquement, ce champ sera rempli par la date d'insertion. Donc là, ce champ, je le mets en datetime, histoire d'avoir les heures et minutes et secondes. Et je vais encore en rajouter un. Et ce champ, ça va être un champ un petit peu plus perso qui va s'appeler lastLogin qui permettra de connaître la date de dernière connexion d'un utilisateur. Donc ça peut être utile pour faire certaines stats ou pour savoir si un compte a été utilisé récemment ou pas. Voilà. Donc là, mes informations me semblent bonnes. C'est relativement basique. Vous pouvez évidemment avoir plus d'informations. Mais là, on va rester sur du classique. Et je sauvegarde. Save. Donc du coup, ma table users est prête. Donc maintenant, c'est parti. On va coder un petit peu sur le framework. Alors la première chose à faire, c'est évidemment de gérer la phase d'inscription. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin de pas mal de choses. Donc tout d'abord un contrôleur users. Donc je crée un nouveau fichier que j'appelle users avec un U majuscule vu que je suis sur CakePHP 2 et contrôleur avec un C majuscule .php. Et là automatiquement, je vais créer mon contrôleur. Donc ce contrôleur va s'appeler users et il extends de appcontroller et dedans j'aurai une première fonction que je vais appeler. Alors moi j'ai choisi volontairement de les nommer en anglais, c'est pas du tout une fonction classique de CakePHP. Si vous avez envie de l'appeler enregistré, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais moi j'ai choisi par convention personnelle de l'appeler signup et je resterai sur cette convention là. Et cette fonction ne fait absolument rien. Ensuite, qui dit que j'ai créé un contrôleur, dit que je vais devoir créer un modèle. Donc c'est une étape qui est facultative, mais vu que ce modèle va avoir des propriétés spécifiques, je vais directement le créer. Donc là, user.php, et c'est une classe user qui extends de appmodel. Donc ça, c'est relativement classique. Et pour l'instant, on ne met absolument rien, on laisse CakePHP gérer ça. Et ensuite, on va créer ma vue qui correspond. Donc je crée un nouveau dossier, donc new folder que j'appelle users avec un U majuscule. Et dedans, je vais créer la vue qui correspond à mon action signup. Donc ce fichier-là va s'appeler signup.ctp. Voilà. Donc maintenant, si je veux y accéder, je fais juste users/signup. Et automatiquement, j'accède à la bonne vue qui pour le moment est vide.
Donc ici, ce que je vais faire, je vais créer un formulaire d'inscription. Alors, un système d'inscription, il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Donc par exemple, sur GraphiCart, je vous demande que l'email et un login. Et automatiquement, je génère un mot de passe. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va pas voir ce système-là, on va voir le cas le plus classique. Donc on va lui demander quoi? On va lui demander tout simplement un login, un mail et un mot de passe. Voilà, donc c'est les trois infos vraiment basiques. Après, si on a des infos supplémentaires, on passera par la page d'édition de profil. Donc d'ailleurs, ici, ça me fait penser qu'au niveau de ma base de données, vous voyez, je n'avais pas prévu de champ mail. Donc ce que je vais faire, je vais le créer tout de suite. Je vais le créer juste après username. Donc là, after username, je vais créer un nouveau champ que je vais appeler mail. Et pareil, je vais le mettre en varchar de 255, histoire de prévoir large. Voilà, du coup, maintenant, je vais pouvoir créer mon formulaire. Donc là, je fais assez classiquement, je vais mettre juste un H2, ça va être s'enregistrer, enregistrer. Et on est parti. Donc, echo, this, form, create, et ça va être lié à la table user, enfin au modèle user. Donc là, rien d'étonnant. Et à la fin, on finit avec un echo, this, form, end, pour envoyer le formulaire. Et là, on va mettre s'enregistrer. Donc on va mettre comme ceci pour éviter les problèmes avec les guillemets. Voilà. Donc ensuite, au niveau de ce formulaire, on aura trois champs. Donc un premier champ qui permettra à l'utilisateur de taper son username, donc son login. Donc là au niveau du label on va mettre login, c'est plus clair que username. Ensuite un autre champ qui va permettre de rentrer l'email, donc là on va mettre email. Et ensuite on finit par un autre champ qui permet de taper le mot de passe, donc password, et au niveau du label on met mot de passe. Et là donc vous voyez que j'ai mes différentes informations, donc le login, l'email et le mot de passe. Donc évidemment, si je rentre des informations, ça ne va absolument rien faire. Donc on va devoir créer deux choses. Donc tout d'abord, dans le contrôleur, la gestion de l'inscription. Et ensuite, au niveau du modèle, les validations. Donc, tout le reste, je supprime, ça ne sert à rien. Donc là, au niveau du contrôleur, je vais créer déjà le petit test. Donc if, je vais tester est-ce que des données ont été postées. Donc if this request is put, is post, donc ça c'est nouveau dans ClickPHP 2. Et ici, si des données ont été postées, on va envoyer les informations à notre modèle. Mais si des données ont été postées, ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement essayer de sauvegarder. Alors ça, c'est quelque chose que on va directement essayer de sauvegarder. Donc on peut faire un if this user save et on va directement envoyer les données qu'on vient de recevoir. This request data. Et si les données ont été postées, on fera le reste. Alors si vous faites un truc comme ça, vous êtes quasiment assuré de tenir que quelques jours avant que quelqu'un vous pirate. En fait, si vous envoyez comme ça directement en brut les données, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un qui comprend comment fonctionne ClickPHP va insérer de faux champs et va arriver en fait au final à enregistrer dans votre base de données. Donc ça c'est un comportement que l'on ne veut pas du tout évidemment. Du coup, on évite directement de sauvegarder les données. Là, ce que je vais faire, je vais d'abord au préalable stocker les données dans un tableau pour qu'en plus, ça soit plus simple à appeler. Et ensuite, gérer des choses un petit peu plus manuellement. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que dans ce tableau, je vais forcer l'attribut ID à nul. Donc ça permet d'être sûr d'avoir une insertion et non pas une modification si jamais la personne a rempli un champ ID. Et ensuite, au niveau du save, donc on envoie toujours les données. Par contre, on va préciser que l'on veut faire la validation, donc on va mettre true. Et surtout, ce que l'on peut faire après, c'est préciser les champs que l'on souhaite sauvegarder. Donc là, on souhaite sauvegarder le username, le password et enfin le mail. Aucun autre champ. Donc ça évitera que l'utilisateur modifie certaines valeurs. Donc ici, on n'a pas de problème. Si les données se sont bien sauvegardées, dans ce cas-là, on va pouvoir mettre un petit message. Sinon, on aura une erreur et pour l'instant, on va juste mettre un die error. Voilà. Donc là, on a géré la partie sauvegarde au niveau de la base de données. Maintenant, il faut évidemment écrire ces règles de validation. Donc je vais aller dans mon modèle user et comme d'habitude, je vais aller créer une variable publique validate. Donc public validate et ça sera un tableau qui contiendra les différentes règles de validation. Donc là, on est parti. Donc première règle, c'est sur le username. Et ici, je vais préciser les différentes règles. Je vais avoir une première règle qui contiendra une première règle. Alors cette règle, je vais lui dire que je ne veux seulement de l'alpha numérique. Donc pas d'espace, pas de guillemets ou de tirets.
Est-ce que le champ est nécessaire? Donc je vais mettre required à true. Oui, je ne peux pas faire de sauvegarde s'il n'y a pas de login. Ensuite, je vais mettre le petit message d'erreur, donc message. Votre pseudo n'est pas valide. Et tout ça, je le mets entre double guillemets. Et ici, je vais même mettre hello empty à false. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un pseudo vide. Hop. Et je ferme mon petit tableau. Donc je vais faire pour l'instant seulement cette règle-là et je vais la tester tout de suite. Ici, je sauvegarde directement mon formulaire en laissant quelque chose de vide et vous voyez que j'ai bien le die error. De la même façon, si j'enlève juste mon petit die, il va revenir sur la vue et vu que j'ai géré avec le formulaire, avec le helper form, vous allez voir qu'on va voir directement les erreurs. Voilà, donc là vous voyez qu'il me dit bien que le pseudo n'est pas valide. Donc là on a bien la vérification du pseudo qui marche. Par contre cette vérification à elle seule ne suffit pas. On veut aussi que le username corresponde à certains critères et notamment c'est qu'il soit unique. Donc je vais rajouter une nouvelle règle. Et la règle, ici, ça ne sera pas alphanumérique ce coup-ci, mais ce sera is unique. Alors je ne suis pas sûr du tout de la prononciation pour le coup. Et ça vérifiera que le nom d'utilisateur est unique. Après le hello empty est required, il n'y a pas besoin de le repréciser vu qu'on rentrerait dans cette première condition. Et ce que l'on va faire seulement, c'est préciser le message. Et ici, ça sera ce pseudo est déjà pris. Voilà. Donc là, on a la première vérification. Ici, je peux mettre une virgule et enchaîner. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va avoir la même vérification pour le mail, sauf que l'on ne voudra pas que ce soit alphanumérique, mais que ça corresponde à la règle email. Donc il y a une règle préconçue de CakePHP. Et là, on dira votre email n'est pas valide. Et de la même façon, on dira cet email est déjà pris. Donc comme ça, deux personnes, enfin, on ne peut pas s'inscrire plusieurs fois avec le même email. Et au niveau du mot de passe, ça va être pareil. Hop, je vais recopier cette ligne-là. Hop, et la mettre ici. Donc le password, ce sera plus simple, on n'aura pas besoin de plusieurs indices. On voudra juste que ça ne soit pas vide. Donc ici, on va mettre seulement cette règle. Donc là, c'est pas is unique, mais c'est not empty. Et là, c'est vous devez entrer un mot de passe. Et là, de la même façon, ça sera hello empty à false. C'est-à-dire qu'on n'acceptera pas les enregistrements vides. Par contre, je ne vais pas mettre de required et vous comprendrez plus tard quand je passerai à la page édition de profil. Donc là, on a nos différents champs. D'ailleurs, ici, ce tableau-là, il ne sert à rien. Donc ici, ça devrait tout valider maintenant. Donc là, le login n'est pas bon. Alors je vais taper un bon login, ça va être test. Ensuite, je dois taper un email. Alors, je vais envoyer pour vérifier au fur et à mesure. Donc là, il me dit que mon email n'est pas valide. J'envoie mon email. Je continue. Donc l'email est valide. Et par contre, le mot de passe ne correspond pas. Je mets un mot de passe et j'enregistre. Et là, vous voyez que je n'ai pas eu de message d'erreur. Et du coup, au niveau de ma base de données, j'ai bien mon enregistrement. Un problème, c'est les mots de passe. Ici, vous voyez que ce mot de passe est en clair. Et ça, c'est pas bon du tout. Si quelqu'un arrive à hacker votre base de données, il va récupérer les mots de passe de tous vos utilisateurs. Et ça, c'est pas quelque chose que l'on veut, que l'on souhaite. Du coup, ce que l'on peut faire, tout simplement, avec CakePHP, on peut encoder les mots de passe. Donc, CakePHP a une manière autonome de gérer ça. C'est en utilisant le composant de sécurité. Donc ici, au niveau de mon user, plutôt que faire tout ce que j'ai fait là, je vais voir comment encoder le mot de passe. Donc ici, ce que je vais faire, je vais tester si est-ce qu'on a envoyé un mot de passe. Donc if différent de empty $d user password. Donc si des données ont bien été envoyées, dans ce cas-là, je vais encoder ce mot de passe. Donc ici, je vais mettre $d user password. Et pour l'encoder, on va utiliser le composant sécurité. Donc c'est security. H. Et là, en premier paramètre, on met le nom, notre mot de passe standard. Donc le mot de passe standard, c'est celui-ci. Et automatiquement, ça va encoder notre mot de passe. Si juste après, je mets un petit debug de $d, vous allez voir que le mot de passe sera encodé. Donc si j'actualise, je resoumets mes informations. Donc là, par contre, je tombe sur un petit message d'erreur. Il me dit que la classe security n'est pas trouvée. Donc en fait, ça c'est dû au fait que dans mon app controller, je dois charger le composant hôte. Et ce composant hôte vient justement avec son composant de sécurité. Parce que là, je n'ai pas le composant de CakePHP qui gère l'authentification et aussi l'encodage des mots de passe. Donc ce que je vais faire, c'est tout de suite créer ce contrôleur-là. Donc je vais dans le contrôleur et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler appcontroller.
Et ce fichier, ça sera un petit peu la même chose que usersController, sauf qu'il extendra de controller. Et dans ce fichier-là, je vais déclarer les composants à utiliser. Donc je mets public components et je vais déclarer le tableau des composants que je vais utiliser. Donc je vais utiliser la session, les cookies et l'authentification. Voilà. Donc là, maintenant, si j'actualise, hop, ben vous voyez que je me fais rediriger vers user/login. Mais tout simplement parce qu'il y a un petit problème. Par défaut, CakePHP va sécuriser tout notre site vu qu'on a chargé le composant hot. Donc moi, c'est quelque chose que je ne veux pas du tout. Donc ici, je vais créer une fonction beforeFilter. Et dans cette fonction, ce que je vais mettre directement this hot allow. Donc ça permet en fait d'autoriser toutes les actions de notre site. Du coup, je peux revenir sur mon users sign up sans trop de problème. Hop, comme ceci. Je tape encore une fois mon mot de passe qui était plein de 4 et je clique sur renvoyer. Et là, qu'est-ce que vous voyez au niveau du tableau? Ben, vous voyez que j'ai mon username. Là, c'est pas forcément super visible, mais j'ai le mail et j'ai surtout le mot de passe cette fois-ci qui est encodé. Et l'ID qui a été nul. Du coup, ben, je vais pouvoir faire mon insertion tranquillement. Donc, ce que je vais faire volontairement, je vais essayer de rentrer une date de last login pour vous montrer que ça ne fera pas la sauvegarde vu que je l'ai mis dans les champs. Donc ici, ce que je vais faire, juste avant, je vais forcer cette date-là, donc des user last login. Et on va mettre la date au format MySQL, donc on va mettre 2009 08 08 à 12h 17 et 0 secondes. Voilà. Donc là, on est prêt et normalement, on va pouvoir sauvegarder notre utilisateur. Donc, je réactualise en sauvegardant les données. Donc, je n'ai pas de problème. Alors, au passage, vous voyez que j'ai 2 erreurs en haut. C'est tout simplement parce que dans mon corps, en fait, j'ai oublié, entre guillemets, de changer les valeurs du salt, les valeurs de sécurité. Donc ici, vu que j'ai chargé le composant hot, il utilise ces valeurs-là et du coup, il me sort les erreurs. Donc là, hop, je fais ça. Voilà, donc ici, si j'actualise, comme je vous l'ai dit, bon, là, du coup, il me dit que les mails, que le pseudo et le mail est déjà pris. Mais si vous regardez au niveau de votre base de données, vous voyez deux choses. Vous voyez déjà que les informations se sont bien sauvegardées, mais surtout que la date de création et la date de création a été générée automatiquement. Et de la même façon, last login n'a pas été sauvegardé, vu que j'ai interdit, entre guillemets, CakePHP de faire la sauvegarde. Du coup, ça fonctionne bien. Alors, maintenant, ça c'est évidemment cool, mais le problème c'est que l'utilisateur, lui, il n'a aucun retour. Il ne sait pas ce qui vient de se passer, mais de la même façon, on ne l'a pas informé par email de ce qui vient de se passer. Donc là, je supprime encore une fois mon enregistrement et on va gérer les petits messages de notification. Donc pour gérer les messages de notification, on va utiliser les flashs. Donc ça c'est quelque chose que si vous suivez les tutos depuis un moment, vous y êtes habitué maintenant. Si la sauvegarde s'est bien passée, ce que je vais faire, je vais mettre un petit message de notification avec un set flash. Et ici, ça va être votre compte a bien été créé. Voilà. Et ensuite, en second argument, on peut préciser un template à utiliser. Donc ici, je vais utiliser un template global que je vais appeler notif. Et de la même façon, je vais mettre la même chose pour le cas où on a une erreur, où là, c'est merci de corriger vos erreurs. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, je vais laisser la sauvegarde avec erreur. Donc là, je ne vois pas mon message, tout simplement parce que je n'ai pas fait le flash. Donc là, au niveau de mon app, de ma vue, donc là je vais carrément prendre le layout par défaut. Juste au-dessus du contenu, ce que je vais faire, je vais mettre un petit session flash. Donc echo this session flash. Voilà. Et du coup, si j'actualise, vous voyez que j'ai mon petit erreur et il me dit qu'il ne trouve pas l'élément notif. Donc ça c'est tout à fait normal. Donc je vais aller créer tout de suite cet élément. Donc dans mes vues, vous voyez que j'ai un dossier Elements, et là, je vais directement renommer un petit, et je vais l'appeler notif.ctp. Donc là, moi j'ai choisi une convention, c'est d'avoir un seul template pour gérer les notifications. C'est ce que je trouve le plus simple. Donc moi, je vais utiliser le template que j'ai par défaut. Donc c'est une div qui a la classe notification et la classe success. Voilà. Et dans cette div, j'ai un P qui contient un petit titre et directement mon message. Donc le message, ce n'est pas content for layout comme d'habitude, mais c'est message. Voilà. Donc si j'actualise, je resoumets les informations, vous voyez que j'ai mon message. Par contre, un gros problème, c'est que c'est un message de succès, alors que là, on est plutôt sur le cas d'une erreur.
Donc moi, ce que je fais en général, vous n'êtes pas du tout obligé de respecter cette convention-là, mais c'est que j'utilise que ce type de message et directement j'envoie le type de l'erreur. Donc au niveau de mon users controller, je peux préciser en troisième paramètre du session set flash les informations que je vais envoyer à la vue. Et moi, ce que je vais faire, je vais envoyer le type d'erreur ou le type de notification à envoyer. Donc là, globalement, je dis envoie une notification de type error. Du coup, au niveau de mon fichier, ici, j'ai juste à tester if iset type. Donc si le type est défini, dans ce cas-là, j'affiche le type. Sinon, j'affiche success. Donc là, plutôt que faire toute la condition, je vais directement utiliser du ternaire en mettant echo iset type. Donc est-ce que le type est défini? Si le type est défini, j'affiche type. Sinon, j'affiche directement success. Voilà. Et je n'oublie pas de fermer PHP à la fin. Donc là, maintenant, si j'actualise, vous voyez que je tombe sur un joli petit message d'erreur. Donc voilà, deuxième petite chose maintenant, c'est le système de sauvegarde va bien fonctionner, mais on doit informer l'utilisateur par email. Donc au passage, je vais vider à chaque fois mon enregistrement. Donc pour informer l'utilisateur par email, il faut configurer d'abord l'envoi d'email. Donc dans configuration, vous avez un fichier qui s'appelle email.php.default. Vous le renommez et vous l'appelez email.php. Donc ça c'est nouveau, encore une fois, pour ceux qui viennent de CakePHP 1.3. Et dans ce fichier-là, on va gérer l'envoi d'email. Donc il y a plusieurs configurations par défaut. Nous, on va utiliser la première et on va laisser tout par défaut. Donc ça veut dire qu'il va utiliser la fonction mail classique. Les autres configurations étaient pour un envoi par un serveur SMTP spécial. Mais nous, on n'en a pas besoin. Je laisse tout par défaut, ça me va très bien. Donc maintenant, au niveau de mon contrôleur users, il va falloir que je gère l'envoi. Donc là, si tout s'est bien passé, j'ai les informations et je vais pouvoir envoyer mon petit email. Donc pour envoyer l'email, c'est très simple. On doit d'abord charger le composant. Donc je vais mettre ça dans une variable que je vais appeler mail égale new cake email. Et ensuite, on est prêt à envoyer le mail. Donc on fait mail from. Donc qui est-ce qui envoie le mail? Donc là, ça va être noreply@localhost.com. Ensuite, on va mettre à qui on doit l'envoyer. Tout. Et là, on a un petit... Et là, tout simplement, on récupère l'email. Donc, des user mail. Donc, c'est ce qui a été tapé par l'utilisateur et qui a été validé par le modèle. Ensuite, on envoie le sujet. Donc, subject. Donc là, ça va être test d'inscription ou ça va être test inscription. Donc là, vous faites comme vous voulez, hein. Ensuite, on choisit le format d'email. Donc vous pouvez envoyer soit l'email au format HTML, soit au format classique. Moi, je vais l'envoyer au format HTML, histoire de pouvoir envoyer des mails un petit peu plus sympas. Et ensuite, ce que l'on aimerait bien faire, c'est avoir quelque chose d'un petit peu plus classe. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un template. Donc à cet endroit-là, hop, juste après, je vais préciser un template à utiliser. Template, et le template, ça sera sign up. Voilà. Et ensuite, on peut envoyer à ce template des variables, un petit peu comme le set pour les vues, avec la fonction viewVars. Et là, on envoie un tableau contenant en clé les variables et en valeur les valeurs que prendront ces différentes variables. Donc pour l'instant, je laisse ce champ vide. Et une fois que j'ai fini, je fais un petit send pour dire, voilà, ton mail, il est cool, maintenant, il faut l'envoyer. Et c'est tout. Donc ce template-là, vous voyez que je l'ai appelé signup. Par contre, où est-ce que je dois le placer? Si vous regardez au niveau des vues, vous allez avoir un petit dossier emails et là un petit dossier HTML. Donc globalement, si vous créez une vue pour le format HTML, il faudra la mettre dans ce dossier-là. Donc ici, je vais créer ce nouveau fichier et je vais l'appeler signup.ctp. De la même façon que les vues classiques, les emails ont un layout par défaut que vous allez trouver ici dans Layouts puis Email. Et pareil, vous avez un layout pour HTML et un layout pour le texte. Donc moi, je ne vais pas créer de layout, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Mais si vous achetez par exemple des templates ou que vous créez votre propre template, vous pouvez le faire par ici. Donc moi ici dans Signup, je vais juste mettre un petit message, mais j'ai besoin de quelques informations concernant l'utilisateur. Moi, je vais mettre par exemple en strong bonjour suivi du nom d'utilisateur. Donc là, ça va être username. Ensuite, je ferme le strong, je vais à la ligne. Donc là, à la limite, je vais utiliser dp. Et ensuite, je vais lui mettre un petit email, un petit lien qui permet de confirmer le compte. Donc déjà, on a un premier problème, c'est qu'il faut envoyer le nom à la vue. Mais c'est très simple. Ici, dans les viewVars, on va mettre username et on va envoyer directement
$D user username. Sinon, ce que l'on peut faire, c'est directement au niveau de la vue envoyer $D. Bon, mais là, on va faire plus propre. On va envoyer seulement ce dont on a besoin. Voilà. Donc à cet endroit-là, c'est bon. Et ce que l'on va faire, c'est, je l'ai dit, envoyer un lien d'activation. Donc par défaut, le problème, c'est qu'il ne faut pas activer les comptes. Tout simplement parce qu'on peut avoir un problème, c'est que l'utilisateur n'a pas forcément confirmé par email. Parce que vous pouvez avoir du spam ou des gens qui ont décidé de vous embêter et qui créent des faux comptes. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter un champ. Et ce champ, on va l'appeler active. Et par défaut, la valeur, ça sera 0. Voilà. Du coup, cet utilisateur, faut confirmer son information. Alors, pour l'email de confirmation, vous avez 200 000 façons de le faire. Alors, moi, je vais choisir une façon qui est plutôt simple pour le coup. Donc ici, pour le message de confirmation, ce que je vais faire, je vais directement me baser sur le mot de passe encodé. C'est le plus simple. Après, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est faire n'importe quoi d'autre. Vous pouvez carrément générer des tokens. Mais moi, je veux éviter de créer un champ seulement pour ça, qui va servir qu'une fois en plus. Du coup, je vais directement me baser sur le mot de passe de l'utilisateur. Donc ici, ce que je vais faire au niveau du lien, je vais le générer un petit peu avant. Voilà. Ça sera le contrôleur users. L'action, ça sera activate. Et ensuite, on envoie le token. Donc le token, ça sera une combinaison. Ça sera l'ID de l'utilisateur. Donc this user ID. Suivi d'un petit tiret. Hop, pour séparer. Suivi du mot de passe encodé. Donc $D user password. Donc si vous voulez éviter d'envoyer le cryptage du mot de passe parce que des utilisateurs pourraient être capables de décrypter dans l'autre sens, bien que je pense que c'est assez peu probable, vous pouvez mettre ici une fonction, par exemple MD5, et comme ça l'utilisateur aura une clé vraiment unique. Une clé unique et il n'aura aucun moyen de faire la correspondance entre son mot de passe qu'il avait tapé et cette clé-là. Voilà, donc ici je vais garder ça. Donc mon lien est bien formé et je l'envoie aussi à ma vue. Donc ici, je fais virgule link et j'envoie mon lien. Voilà. Du coup, au niveau de ma vue, il faut que je génère ce lien. Donc pour activer ce compte, suivez le lien. Et là, juste après, on va mettre le lien. Donc pour le lien, on met tout simplement le helper HTML, echo this HTML. Là, ça sera un lien, donc link. Et dans le lien, on mettra donc, activer. Donc là, ça sera activer mon compte. Et ensuite, on met directement le lien. Alors pour mettre le lien, c'est $link, vu qu'on l'a envoyé à la vue. Et du coup, ça devrait fonctionner. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire un petit test. Donc évidemment, ce coup-ci, je ne vais pas m'inscrire avec l'email test@test.fr, mais avec un vrai email. Alors je précise, pour ceux qui essaieraient comme moi en local, normalement, par défaut, votre serveur, si vous utilisez WAMP ou MAMP, n'envoie pas de mail en local. Du coup, ce que je vous conseille, c'est évidemment de tester en ligne, soit d'installer un système qui permet d'envoyer des emails en local. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait. Mais voilà, si vous voyez que l'email ne part pas, ça peut venir de là. Donc ici, moi, je vais remettre test. Je vais mettre jojoratonlaveur@gmail.com. N'essayez pas d'envoyer des mails sur cette adresse-là. Elle n'est pas utilisée. Et ensuite, je mets mon petit mot de passe. Et je clique sur enregistrer. Donc là, j'ai un petit problème, ligne 22. Donc j'ai dû faire une petite erreur. Voilà, j'ai oublié un point virgule. Donc je réenvoie, je resoumets le formulaire et vous voyez que je tombe sur une petite erreur comme quoi Cake Email n'est pas défini. Donc évidemment Cake Email, ils ont décidé de ne plus le charger par défaut pour éviter d'alourdir entre guillemets Cake PHP. Donc dès que vous voulez l'utiliser, on va utiliser la classe app. On lui dit on veut utiliser la classe Cake Email et on lui dit où le retrouver. Donc ça c'est une préparation un petit peu au namespace, mais c'est directement dans network/email. Et automatiquement, il sera capable d'inclure le fichier et de charger la classe. Donc je réactualise. Alors là, je ne vais pas réactualiser, je vais vérifier au niveau de ma base de données qu'il n'a pas fait l'enregistrement. Donc là, justement, il l'a fait, donc je supprime. Et je renvoie mon formulaire. Donc cette fois-ci, vous allez voir, ça va mouliner un petit peu plus parce qu'il va envoyer l'email. Et ça, quand vous faites ça en local, c'est un petit peu plus long que d'habitude. Donc là, il me dit, mon compte a bien été créé. Et si je regarde au niveau de ma boîte mail, vous voyez que j'ai bien mon email qui a été envoyé avec mon login que j'ai choisi
et le lien pour activer mon compte. Donc par contre au niveau du lien, vous voyez qu'il y a un petit problème. C'est qu'il a un petit peu merdé. Il a envoyé le lien, mais il n'a pas mis juste au début toutes les informations. Et quand je dis toutes les informations, c'est le nom de domaine. Donc ça c'est dû à ClickPHP, c'est normal. Quand vous faites un lien avec la fonction link ou avec la fonction URL, ce lien est toujours relatif par rapport à la racine. Donc ça c'est quelque chose que l'on ne souhaite pas. Mais tout simplement, plutôt qu'envoyer le lien à cet endroit-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser encore une fois le helper HTML, mais on va utiliser la fonction URL. Pourquoi cette fonction-là? Tout simplement parce qu'elle peut prendre en second paramètre le chemin full. Un second paramètre, alors le second paramètre sur la doc il appelle full. Si vous mettez true en second paramètre, globalement ça veut dire qu'il rajoutera le nom de domaine. Donc ça veut dire qu'il mettra l'URL complète et non pas l'URL absolue. Donc si maintenant je refais un test, du coup ça veut dire que je supprime mon enregistrement en base de données. Hop. Je réactualise. Et là, vous voyez qu'au niveau de ma base de données, j'ai bien l'enregistrement. Hein. Bon, ça, il n'y a plus trop de doute à ce niveau-là. Hop. Et au niveau de mes mails, j'ai bien reçu un second email. Et là, vous voyez que le lien d'activation du compte, cette fois-ci, contient tout le nom de domaine. Donc, c'est impeccable. Donc, je vais cliquer sur ce lien-là. Et pour le moment, je tombe sur une erreur tout à fait normale. Donc là, au niveau de mon compte, ce compte est en activation 0. C'est-à-dire qu'il n'est pas actif. Donc maintenant, il faut faire cette fameuse fonction d'activation. Donc ici, hop hop, function, activate, et elle prend en paramètre ce que l'on appelle le token. Donc c'est la petite clé qu'on a envoyée. Cette clé tout de suite, on va la décrypter. Donc token, et on va la séparer en deux, grâce au petit tiret que j'avais mis entre les deux. Donc là, c'est vraiment quelque chose de super arbitraire que j'ai choisi. Vous n'êtes pas du tout, je le répète encore une fois, obligé de suivre cette convention-là. Hein. Et ensuite, juste à la fin, je mettrai un die pour pouvoir faire mes debugs un petit peu tranquillou. Donc au niveau de mon token, ce que je vais faire, je vais vérifier est-ce que j'ai un utilisateur qui correspond. Donc, pour cela, je vais directement attaquer ma base de données en faisant user égale this user et je vais utiliser la fonction find, sauf que je vais lui demander de ne récupérer que le premier utilisateur qui correspond à la condition suivante. Conditions. Je veux tout d'abord que son ID soit le même que celui qui est passé dans le token. Donc ID égale celui qui est envoyé, donc c'est token 0 maintenant. Et ensuite, je veux aussi que son mot de passe corresponde à ce que l'on a envoyé. Sauf que l'on a envoyé, si vous vous souvenez bien, en MD5. Du coup, il faut que j'utilise aussi la fonction MD5 au niveau de MySQL. Donc là, je demande que le MD5 de user.password soit égal à ce que j'ai envoyé. Donc ce que j'ai envoyé, je vais le mettre entre guillemets et hop, je le mets ici. Donc là, c'est token. Et là, directement, plutôt que faire ça, en fait, je vais mettre hop. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Je vais mettre ça. Voilà. Donc là, je lui demande que ça corresponde à la clé, donc la seconde partie de mon token. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre un petit debug user pour voir si j'arrive à récupérer mon utilisateur. Donc là, j'actualise et vous voyez que je récupère bien l'utilisateur. Si maintenant je change une valeur du token, il ne trouve personne. Donc je remets ma bonne valeur et là, je dois lui dire c'est bon, le compte a été activé. De la même façon, pour que ce lien ne soit valable qu'une seule fois, je vais dire que je ne cherche seulement les utilisateurs qui ont la valeur non activée. Voilà. Du coup, si ça c'est bien fait, mais ce que je vais faire, je vais faire un petit test. Donc if différent de empty user. Donc ça veut dire j'ai bien trouvé un utilisateur. Je vais mettre un petit message flash. Flash. Votre compte a bien été activé. Et sinon, else, le lien ne semble pas valide. Et je vais rediriger ensuite vers la home page. Flash. Ce lien d'activation n'est pas valide. Et ce message, si vous vous souvenez, c'est un message d'erreur. Donc là, en troisième paramètre plutôt, on précise le type. Et on met type égale error. Voilà. Et une fois qu'on a fini, on redirige l'utilisateur vers la home page. This, redirect. Et là, ça sera la home page. Au passage ici, donc ici au passage, on a fait quand même pas mal de vérifications liées à l'utilisateur. Ce que l'on peut faire, c'est directement le loguer. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas connecter automatiquement les utilisateurs. Si vous voulez le faire, c'est très simple. Vous avez une fonction dans Hot qui s'appelle login. Et cette fonction, elle prend en paramètre le tableau contenant les informations de l'utilisateur. Donc moi,
ces informations, je les ai dans user et ensuite dans l'index user. Voilà. Et du coup, automatiquement, j'aurai dans le tableau de la session les informations utilisateurs. Donc je sauvegarde et ici, j'actualise. Donc vous voyez qu'il me dit que mon compte a bien été activé. Par contre, au niveau de la base de données, j'ai pas fait de sauvegarde, donc un petit oubli de ma part. Donc je vais le faire tout de suite. Je fais this user ID et j'envoie l'ID que j'ai récupéré. Et ensuite, ce que je vais faire un save field pour sauvegarder le champ save field et je sauvegarde le champ active pour le mettre à 1. Voilà. Du coup, je vais fermer cette page-là, je vais rouvrir mon lien et recliquer sur activer mon compte. Donc là, vous voyez qu'il me dit bien mon compte a bien été activé. Au niveau de la base de données, je vais vérifier, mais normalement il n'y a pas de problème a priori. J'ai bien mon active à 1 et maintenant je vais vérifier que l'utilisateur est bien logué. Alors pour faire ça, moi ce que je vais faire, je vais directement afficher un petit debug. Donc ce que j'ai fait, je me suis créé un petit élément par défaut. Donc je vais aller créer ça dans Element. Hop. Pour voir en fait les informations qui sont contenues dans la session. Donc là je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler debug.ctp. Debug.ctp. Et là je copie-colle du code que j'ai déjà. Donc globalement ça lit dans la configuration le debug. Si le debug est à 2, ça affiche à la fois le dump et à la fois un debug de la session. Voilà. Donc je vous laisse bien le regarder. Voilà. Et ensuite, au niveau de mon layout par défaut, plutôt que faire un élément SQL dump, à cet endroit-là, juste après le contenu, je vais mettre un this element. Et là, l'élément, ça va être debug. Voilà. Et si j'actualise, la bonne page ce coup-ci, vous allez voir tout en bas, j'ai à la fois les informations concernant la session utilisateur et à la fois les requêtes SQL. Donc là, il n'y en a aucune. Mais vous voyez qu'au niveau de mon composant d'authentification, j'ai bien l'utilisateur qui est logué. Et du coup, ça l'a auto-connecté. Donc maintenant, ce que je vais faire le truc le plus simple, la déconnexion. Donc vous allez voir, c'est ultra simple. Au niveau de mon contrôleur users, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler logout. Donc je vais créer juste après signup, logout, qui ne prend aucun paramètre et tout ce qu'elle fait, c'est elle fait this hot logout. Et ensuite, elle redirige vers la page référente. Donc ici, j'utilise un this redirect, this référeur. Voilà. Voilà. Du coup, il faut que je mette aussi le lien sur mon petit template. Très simple. Au niveau de ma vue par défaut. Ici, je crois que j'avais déjà prévu le coup. Hop. Je vais créer un petit ali et dedans, je vais y mettre mon lien. Donc là, link, se déconnecter. Et l'action, ça sera logout. Et le contrôleur, ça sera users. Donc cette action, je vais la mettre seulement si l'utilisateur est connecté. Donc ici, if hot component. Donc ça, c'est une classe statique qui est nouvelle dans CakePHP 2. Et je vais lire les informations de l'utilisateur. Et ici, je lis seulement l'ID. Donc si j'ai un ID de défini, dans ce cas-là, je propose à l'utilisateur le lien de déconnexion. Voilà. Du coup, ça va fonctionner. Je vais actualiser. Vous voyez, j'ai le lien pour me déconnecter. Je clique dessus. Je me fais rediriger et vous voyez que les informations de la session ont bien été supprimées. Du coup, l'utilisateur n'est plus connecté et je n'ai plus le lien. Donc là, à la place, ce que je vais faire, je vais mettre un petit else. Et si je n'ai pas d'information, je vais mettre la même chose, sauf que le lien, ça ne sera pas un lien de déconnexion, mais un lien de connexion. Donc ça va être se connecter et l'action, ça sera login. Voilà, hop. Et là, je mets un petit indif. Donc au niveau de mon users controller, je dois créer cette petite vue, donc function, en fait cette petite action, donc ça va être l'action login, et qui dit action dit vue, du coup je vais aussi créer la vue qui correspond. Donc ici dans, c'est users, je crée login, donc, nouveau fichier, et j'appelle login.ctp. Donc dans cette vue, ça va être un petit peu la même chose que le signup au final, hein. Hop. Donc je vais ouvrir copier-coller. Sauf que ça ne sera pas s'enregistrer, mais ça sera se connecter. Ça sera le même formulaire, sauf que l'on ne demandera pas l'email, mais seulement le username et le password. Et là, ça va être se connecter. Voilà. Du coup, si vous actualisez, j'ai le lien se connecter. Et quand je clique, j'arrive bien sur la bonne page. Donc ce que je vais devoir faire au niveau de ce contrôleur et de cette action-là, c'est vérifier les informations utilisateurs. Donc on est parti. D'abord, on va tester est-ce que des informations ont été envoyées. Donc if this
request is post. Donc, est-ce que des informations ont bien été envoyées? Si des informations ont bien été envoyées, on va faire la vérification. Donc, pour faire la vérification, il suffit juste de vérifier qu'on a bien un utilisateur qui correspond au couple username et password qui ont été envoyés. Donc là, ça le fait normalement automatiquement sur CakePHP avec un this hot login qui retourne true si l'utilisateur est bon et false sinon. Donc moi, ce que je vais faire, je vais utiliser cette action-là, elle est très bien. Donc ici, if this hot login. Donc, si les informations envoyées par l'utilisateur correspondent, dans ce cas-là, je mettrai un message flash. Hop, flash, vous êtes maintenant connecté. Voilà. Donc message de notification. Et ensuite, on redirige. Ça va être une redirection. Et là, pour le coup, on va rediriger l'utilisateur vers la home. Voilà. Et sinon, ça sera un petit message d'erreur comme quoi ces identifiants n'existent pas ou on n'a pas trouvé d'utilisateur. Donc là, on va juste mettre identifiant incorrect. Donc identifiant incorrect. Et là, au niveau de la notification, on va préciser encore une fois le type en mettant que c'est un message de type error. Voilà. Donc maintenant, si je teste, je vais mettre n'importe quoi et n'importe quoi. Il me dit bien que l'identifiant n'existe pas. C'est tout à fait normal. Maintenant, je vais mettre le bon. Donc ici, c'était, si vous vous souvenez bien, hop, j'avais mis test et le mot de passe, c'était 44. 1, 2, 3, 4. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est qu'il me dit identifiant incorrect. Donc je regarde au niveau du hash et vous voyez que le hash que j'ai ici ne correspond pas à celui que j'ai en base de données. Donc ça, c'est pas bon. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, la fonction que l'on a utilisée pour hacher le mot de passe n'était pas la bonne. Donc pour vérifier un petit peu ce qui se passe, à cet endroit-là, ce que je vais faire, je vais mettre, ou débugger plutôt, le hash que je génère. Donc ici, je vais mettre debug. Donc je récupère les données qui ont été postées en faisant this request data password. Voilà. Donc là, c'est pas password directement, mais plutôt user et password. Donc là, je réactualise. Hop. Et vous voyez qu'il détecte bien 4.0. Ce que je vais faire maintenant, je vais hasher ce mot de passe là en utilisant la fonction classique. Donc c'est security hash. Et si vous actualisez, vous voyez qu'ici j'ai 3.9df et si je descends en bas, j'ai D4. Donc les deux fonctions ne donnent pas le même résultat. Alors à quoi cela est dû? Tout simplement au niveau de la doc, si vous regardez, hop. Si vous regardez le composant sécurité et que vous regardez hash, vous voyez que par défaut, en fait, au niveau du troisième paramètre, le salt, il dit false. C'est-à-dire que par défaut, il ne l'utilise pas. Il utilise la méthode d'encryption. C'est-à-dire que par défaut, en fait, il utilise seulement cette méthode d'encryption. Il n'utilise pas le hash. Donc si vous faites un petit test, et ce que l'on va faire tout de suite, c'est qu'on va faire la même debug, sauf qu'ici, on ne va pas mettre security hash, mais SH1. Donc on utilise une autre fonction. Si maintenant vous actualisez en réenvoyant les informations, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les deux valeurs sont identiques. Donc globalement, le security hash par défaut de CakePHP correspond à SH1. Donc nous, c'est pas quelque chose que l'on souhaite. Donc tout simplement ici, ce que vous devez faire pour sécuriser avec la méthode par défaut de hot, c'est mettre en second paramètre nul pour qu'il utilise encore une fois SH1 et en troisième paramètre true pour lui dire utilise bien le hash. Du coup, si vous actualisez, ce coup-ci, vous allez voir que vous allez avoir un hash qui va être différent et qui correspond notamment à celui qui recherche au niveau de la base de données. Donc voilà, je tenais vraiment à vous montrer ça pour que vous compreniez justement l'intérêt de ces arguments-là plutôt que vous les balancer dès le début. Donc là, en fait, ce que vous avez à faire, donc nous on va pas le faire, on va pas refaire une inscription, mais c'est tout simplement remplacer cette fonction-là par ça. Donc ça c'est très très important, vous avez compris comment ça fonctionne. Du coup, moi ce que je vais faire pour le coup, pour tester mon enregistrement, c'est directement l'éditer en base de données et en modifiant le hash à cet endroit-là. Voilà. Du coup, maintenant, si je retente de me connecter, avec toujours les mêmes informations, vous voyez que ça me connecte bien et je suis bien connecté. Un petit problème, c'est que, imaginons que quelqu'un s'inscrit, il tape son mot de passe, donc au niveau de l'inscription, il ne l'a pas activé, son lien est à 0. Hop, il enregistre, donc ici je sauvegarde. Donc la personne vient de se connecter, enfin vient de s'inscrire entre guillemets, mais elle n'a pas encore validé son compte. Si maintenant j'essaie de me connecter, donc j'essaie classiquement, hop, 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 test et 4.0, vous voyez que j'arrive à me connecter. Alors ça, c'est pas quelque chose que l'on veut. Nous, on veut seulement des utilisateurs qui ont validé leur compte.
Mais on a quelque chose de plutôt sympa. Au niveau du composant hôte que l'on peut paramétrer, c'est le scope, le user scope. Donc nous, ici, au niveau de mon contrôleur et de mon app contrôleur, donc pour filtrer, avant ce que l'on faisait, c'est qu'on utilisait directement le composant hôte et ici, au niveau du before filter, on mettait un user scope. Donc ça c'est fini, hein, ça n'existe plus. C'est directement une initialisation du composant hôte qu'on va pouvoir mettre des conditions pour dire est-ce qu'un utilisateur est valide ou pas au niveau de l'authentification. Donc là je vais aller à la ligne histoire d'avoir un petit peu plus de clarté et on est parti. Donc au niveau du composant hôte, on précise les formes d'authentification. Donc ici, on fait un nouvel index qu'on appelle Authenticate et pas Authentificate et vous ne faites pas avoir. Et ce tableau, il contient l'ensemble des méthodes d'authentification qui seront comprises par votre application. Donc moi, la méthode d'authentification que je veux utiliser, c'est la méthode form. Et cette méthode, je vais y préciser différents paramètres. Donc là, vous voyez, ça fait des tableaux dans des tableaux, hein, ça devient un petit peu plus compliqué. Et au niveau du form, on va pouvoir préciser plusieurs éléments. Donc là, vu que moi j'ai choisi de bien respecter les conventions de ClickPHP, j'ai quasiment rien à configurer. C'est-à-dire que je n'ai pas à préciser l'échange, je n'ai pas non plus à préciser le modèle. Mais ce que je précise, c'est le scope. Le scope, c'est à quel moment un utilisateur est valable ou pas. Ben là, tout simplement, je mets scope à user.active, donc un utilisateur est actif. Donc là, le user scope, ça va être ça. Donc ça, c'est la nouvelle façon en fait de préciser. Ce que vous pouvez faire, si quand même vous êtes allergique à ce tableau, vous pouvez le faire à cet endroit-là en faisant this hot et en touchant directement Authenticate. Et après, là, vous pouvez mettre votre tableau un petit peu comme ce qu'on en a fait là. Moi, je préfère mettre ça à l'initialisation des composants, au moins c'est clair. Donc là, du coup, ça ne cherchera normalement que les utilisateurs actifs. Donc je revais à cet endroit-là, je tape un mauvais login et un mauvais mot de passe. Et si vous regardez au niveau des conditions, il a rajouté la condition comme quoi l'utilisateur devait être actif. Donc si maintenant j'essaie de me reloguer avec test et sans mot de passe, et avec mon vrai mot de passe, hop, ben vous voyez qu'il me dit que l'identifiant n'est pas correct. J'ai besoin de valider le compte pour qu'il fonctionne. Donc là, hop, je réédite, je me remets en compte actif. Donc ici, je remets un. Hop, je sauvegarde. Et je vais retenter. Donc là, toujours les mêmes identifiants, je me connecte et vous voyez que ce coup-ci, je n'ai pas eu de problème, je me suis bien connecté. Donc voilà, on va refaire un petit test pour vous montrer que tout fonctionne bien. Donc je vais supprimer les mails que j'ai reçus, je vais me déconnecter et je vais vider ma base de données. Donc là, opération et un petit vidage. Donc là, c'est juste en bas, un petit table. Voilà, on est reparti. Alors cette fois-ci, je vois que j'ai un lien pour me connecter. D'ailleurs, c'est pas bon, je vais mettre aussi un lien pour s'inscrire. Donc là, je reviens sur mon modèle, mon layout par défaut. Et je vais mettre ma petite fonction d'inscription. Donc là, à cet endroit-là, je duplique la ligne et ça va être s'inscrire. L'action, ça sera non pas login, mais sign up. Et on est reparti. Donc je clique sur m'inscrire. Ici, je choisis mon petit login. Donc ça va être le raton laveur. Voilà. Ensuite, mon email plutôt. Donc je joue raton laveur @gmail.com et le mot de passe ça va être 1 2 3 4. J'envoie, donc là il me dit ah ton login n'est pas valable, donc je vais mettre raton et je réenvoie. Donc vous voyez qu'au passage il m'a gardé mon mot de passe, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc là mon compte a bien été créé. D'ailleurs je pourrais vider les champs si vous voulez le faire, hein. Vous avez juste à supprimer this request data et à à créer un tableau. Donc si vous voulez supprimer les informations du formulaire au niveau de Users Controller, ou même rediriger ailleurs, hein, c'est à cet endroit-là, une fois que vous avez envoyé le mail et envoyé le message, soit vous faites un redirect, soit vous mettez directement this request data égale array, donc un tableau vide. Du coup, il n'y aura pas de problème, tous les champs vont être vidés. Donc là, je vais voir au niveau de ma boîte mail, oh surprise, je viens de recevoir un petit email. Je clique ici pour activer mon compte et je suis automatiquement connecté. Maintenant, je me dis, j'ai envie de me déconnecter puis me reconnecter un petit peu plus tard. Je me reconnecte et cette fois-ci, je tape mon login, donc c'était raton, et mon mot de passe. Je me connecte et vous voyez que cette fois-ci, je n'ai pas eu de problème. Le mot de passe encrypté en base est bon et j'arrive à me connecter. Donc maintenant, la dernière petite chose, c'est l'édition du profil. Donc ici, je vais rajouter, hop, une petite page, donc c'était dans le layout par défaut. À cet endroit-là, une petite page, mon compte. Hop.
Donc vous allez voir, ça c'est ultra simple. Hop, je vais sélectionner ça. Et là, je vais mettre mon compte. Donc dans cette partie-là, on va rediriger vers la vue Edit qui permet d'éditer un utilisateur. Donc là, j'actualise. Vous voyez que j'ai bien mon compte, je clique et évidemment j'ai un problème parce que je n'ai pas la vue. Donc je vais aller la créer tout de suite, nouveau fichier, et ça va être edit.ctp. Donc moi ce que je vais faire, je vais permettre à l'utilisateur de rentrer son nom et son prénom. Donc ici au niveau de ma base de données, je vais créer deux nouveaux champs. Hop. Et ces champs, ça va être first name et last name. First name qui est le prénom et last name qui est le nom. Si je ne me trompe pas en anglais, évidemment. Voilà. Et tout ça, ça va être 255 et 255 aussi. Donc ces deux champs, je vais permettre à l'utilisateur de les modifier. De la même façon, il va pouvoir modifier son mot de passe. Et c'est quasiment tout. Hein. Dans login, il ne pourra pas le changer. Donc ici, je crée mon formulaire. Donc ça va être... Donc ici, ça va être... Hop, on va faire un petit title for layout. Donc title, ça va être éditer mon profil. Et on est parti. Donc j'affiche le formulaire, donc this create user. Et je finis avec un this form end. Et là, ça va être modifié. Alors, je vais créer un premier champ pour le nom. Donc, pour le prénom plutôt. Hop, input. Et là, ça va être first name. Prénom. Ensuite, le nom. De la même façon, last name. Et là, ça va être le nom. Ensuite, le mot de passe. Donc cette fois-ci, on demandera confirmation. Donc ce sera passe 1, mot de passe. Et ensuite, la même chose, passe 2, confirmer le mot de passe. Comme ça, si jamais l'utilisateur il veut changer, il va pouvoir le faire. Voilà. Donc si maintenant je réactualise, hop, vous voyez qu'il y a toujours la méthode qui n'est pas définie dans le contrôleur, c'est ce que me dit l'erreur, donc je vais aller la créer. Donc je descends un petit peu plus bas. Et je vais créer ma petite fonction edit. Je vais la créer juste après toutes les vues classiques. Function edit. Ouais, d'ailleurs, histoire de m'organiser un petit peu mieux, hop, je vais replier toutes les fonctions, voilà, et on est parti. Donc dans la vue edit, ce que je dois faire, c'est récupérer d'abord les informations de l'utilisateur. Donc pour cela, je vais faire juste un find, ou même je pourrais faire un read. D'ailleurs, je vais faire ça, ça va être plus rapide. Donc ici, je récupère l'idée de l'utilisateur grâce à la session. Donc la session, je vais faire ça dans une petite variable, donc ça va être user_id égale this hot. Donc là, j'utilise directement le composant et je récupère l'id. Donc si user_id n'est pas défini, mais dans ce cas-là, il ne peut pas du coup éditer son profil. Donc if différent de user_id, si l'id n'est pas définie, moi je redirige directement vers la home page. Donc redirect et ça va être directement la home page. Et ensuite je mets un exit ou un die histoire d'être sûr que le script ne s'exécute pas. Donc si l'utilisateur est bien connecté, je vais récupérer ces informations. Donc je fais this id this user id et je définis comme user id. Donc comme ça, j'ai le modèle qui a bien l'idée de l'utilisateur. Ensuite, ce que je dois faire, c'est directement faire un this user read pour lire les informations depuis la base de données. Et ces informations, je vais les envoyer directement dans les données en faisant un this request data. Et comme ça, j'envoie les données que je lis depuis l'utilisateur. Du coup, automatiquement, mes champs vont se remplir. Donc là, vu que l'utilisateur n'a ni prénom ni nom, je n'ai aucune information. Pour vous prouver un petit peu ce que je dis, je vais directement éditer mon utilisateur et je vais y mettre son prénom. Je sauvegarde, j'actualise et vous voyez que du coup ce champ s'est bien rempli. Donc impeccable, c'est bien ce que je voulais. Du coup là l'utilisateur va modifier, va cliquer sur modifier. Alors maintenant j'ai besoin de tester si des valeurs ont bien été postées. Donc moi je vais le faire juste après là. Déjà je vais vérifier est-ce que des données ont été postées. Donc là c'est des données qui sont envoyées en put et non pas en post, tout simplement parce que c'est un cas de modification. Automatiquement, CakePHP, si on a envoyé des données, il va non pas mettre le statut en post, mais plutôt en put. Du coup, il va savoir que je veux faire une édition. Donc là, il sait que je veux éditer ce profil-là. Et du coup, là, je vais pouvoir tester mes valeurs. Donc là, c'est relativement simple. Je sauvegarde directement en base. Donc là, la même chose que tout à l'heure. Je mets $d égale this request data. Je vais mettre... Ensuite, je vais faire en sorte que l'id ne soit pas défini. Donc d user id égale
l'idée de l'utilisateur, comme ça permet d'éviter à tout prix que l'utilisateur modifie son compte. Et ensuite, j'envoie tout le reste à la base de données en faisant un vis, en faisant un petit save. Donc là, je mets toujours ça dans une condition, vis, user, save. Donc j'envoie directement les informations, c'est $D. Ensuite, je veux qu'elles soient validées, évidemment. Et ensuite, je précise les champs qui sont autorisés. Donc j'autorise la modification du first name, j'autorise la modification du last name, et j'autorise de la même façon la modification, non pas du login, mais plutôt du password. Voilà. Donc ces informations-là ont bien été envoyées. Dans ce cas-là, je mets un petit message, votre profil a bien été édité. Sinon, else, et là je renvoie un petit message d'erreur, allez, c'est impossible de sauvegarder. Voilà, et vous êtes évidemment meilleur que moi normalement pour les messages. Et ici, je vais mettre le type à erreur pour indiquer à l'utilisateur que c'est bien un problème qui vient de se passer. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est la gestion du mot de passe. Vous voyez que j'ai mis passe 1 et passe 2. Donc, à cet endroit-là, je vais mettre if différent de empty. Et là, je vais tester le password qui a été envoyé. Donc, ça veut dire, est-ce que quelqu'un a envoyé le mot de passe 1? S'il a envoyé le mot de passe, je vais vérifier que le mot de passe 1 est égal au mot de passe 2. Donc, en faisant un test, je vais mettre directement if $D user passe 1 égale $D user passe 2. C'est un petit peu compliqué. Si les deux tableaux sont identiques, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Et du coup, j'insère dans password, donc le champ dans la base de données, le mot de passe. Donc peu importe que ce soit passe 1 ou passe 2, vu qu'ils sont identiques. Donc ici, moi, je vais insérer passe 1. Mais si je fais ça, ça va poser un problème. Il faut que j'encode mon mot de passe. Et pour l'encoder, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai fait au niveau de signup. J'utilise cette fonction securityH. Et là, du coup, je mets securityH entre parenthèses et hop, je continue en mettant nul comme tout à l'heure et ensuite true pour dire utilise bien le hash. Sinon, ce que je vais mettre un petit message d'erreur. Donc, je vais pas le faire avec Flash, mais je vais directement mettre un message d'erreur au niveau du système de validation. Donc là, en fait, au niveau de mon modèle, je vais mettre this user validation errors et manuellement je vais préciser une erreur sur pass 1. Donc là le message d'erreur c'est, ou plutôt sur pass 2, et le message d'erreur ça sera les mots de passe ne correspondent pas. Les mots de passe ne correspondent pas. Voilà. Et ensuite ce que je vais faire, je vais continuer. Je vais continuer, donc ça, après ça fait un test de sauvegarde, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, et ensuite ça continue. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais taper un mot de passe et un autre différent, je clique. Vous voyez qu'il me dit bien, mon profil a été modifié, mais il y a eu un petit problème parce que j'avais laissé un S majuscule, donc je retente. Donc je vais sur ma page d'édition, j'édite, et ici je mets un premier mot de passe et un mot de passe bidon. Je clique sur modifier, il me dit, mon profil a bien été édité, mais je n'ai aucune information là. Tout simplement parce qu'ensuite, je récrase mes informations en faisant un this user read. Donc ça, je vais plutôt le mettre dans un else. Si des données ont été postées, dans ce cas-là, je continue. Si des données n'ont pas été postées, dans ce cas-là, je lis les informations depuis la base. Donc je refais un test, je renvoie toujours les mêmes données, mais je vois toujours que je n'ai pas le message d'erreur. Alors tout simplement parce que le save réécrase les informations de validation. Donc ça me va pas. Moi, ça me va pas. Du coup, ici, je vais mettre une petite variable pass error que je vais mettre sur true. Par défaut, cette variable est sur false. Donc ici, ça va être par défaut. Alors par défaut, c'est juste ici. Pass error égale false, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'erreur. Je fais ma sauvegarde s'est bien passée ou ne s'est pas bien passée. Et ensuite, si jamais j'ai une erreur sur le pass, donc if pass error, dans ce cas-là, je réécraserai mon information en mettant mon petit message d'erreur. Je renvoie mes informations en mettant un mot de passe et un mot de passe de confirmation incorrect. Et vous voyez là que j'ai bien la sauvegarde qui s'est faite, mais avec le changement de mot de passe qui ne s'est pas effectué parce que je n'ai pas tapé 2 fois le même mot de passe. Donc là, je vais retester, je tape AZ2, AZ2, je clique sur modifier. Et vous voyez qu'il ne s'est rien passé. Mais vous voyez que la seconde fois, quand je clique, je me retrouve avec aucun message. Alors pourquoi j'ai ce problème-là? C'est tout simplement parce que la seconde fois, vu qu'il n'y a pas de lecture de données, la requête n'est plus en post, n'est plus en put, mais en post.
Donc ici, je mets la condition dans les deux cas où this request is post. Donc si c'est une post ou une put, dans ce cas-là, je fais le reste de la sauvegarde. Donc maintenant, je vais pouvoir essayer encore un coup. Je me gourre dans la confirmation de mot de passe. Je me dis, ah mince, ça m'embête. Je me tape 2 fois le même mot de passe, ce coup-ci. Je reclique sur modifier et voyez bien qu'il y a la bonne sauvegarde. Au passage, les informations sont bien sauvegardées. Vous voyez que ça me réaffiche ces 2 mots de passe. Du coup, moi, je veux jamais qu'il laisse ces mots de passe remplis. Donc, juste après, là, à cet endroit-là, je mets this request data égale user pass 1 égale this request data user pass 2 et égale du vide. Comme ça, je n'aurai pas ces informations qui seront remplies même si on a une soumission de formulaire. Donc vous voyez là, on commence à avoir quelque chose d'un petit peu... donc là, on commence à avoir quelque chose de plutôt sympa. Maintenant, je tape donc mon prénom, mon nom, je ne veux pas changer de mot de passe et j'envoie. Donc mes informations ont bien été sauvegardées, je me déconnecte, j'essaie de me reconnecter, je tape mon login qui est raton et cette fois-ci AZ2 en mot de passe. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Et je peux revenir et continuer à éditer mon profil. Donc là, je pense qu'on a bien fait le tour. On a quand même un dernier petit truc, c'est le last login. Vous avez vu tout à l'heure, je vous en parlais, on a un petit champ last login qui pour le moment ne se sauvegarde jamais. Ce champ il est très simple à modifier. Donc tout simplement au niveau de votre action login qui se trouve ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire si l'utilisateur s'est connecté. Dans ce cas-là, on charge le modèle user avec l'idée de l'utilisateur et donc à partir de son idée, je vais pouvoir faire un save, this user save field. Le champ c'est last login et ici je vais mettre directement date et la date du jour. Donc c'est y-m-d espace h2.i2.s. Donc ça c'est le format SQL. Du coup automatiquement ça sauvegardera la date de dernière connexion de l'utilisateur. Donc je me redéconnecte, je me reconnecte. Ici je mets mon login qui est raton. Je mets ensuite mon mot de passe 1, 2, 3, 4. Non, c'était AZ2. Je clique et cette fois-ci au niveau de ma base, vous voyez que la date de dernière connexion c'est bien modifié. Donc vous voyez, j'ai toutes mes informations qui fonctionnent bien. Donc voilà, maintenant on va faire un dernier petit truc. Ça va être une page qu'on va appeler profil. Et cette page, le but c'est qu'elle ne soit accessible que par l'utilisateur courant. C'est-à-dire que, et cette page, on veut qu'elle soit limitée. C'est-à-dire qu'il faut être connecté pour pouvoir y accéder. Donc c'est quand même l'intérêt d'avoir un espace membre, c'est d'avoir des pages limitées, à accès limité. Donc vous avez plusieurs solutions. Soit vous mettez une condition, un petit peu comme celle que j'ai mis à l'édition, c'est-à-dire si l'utilisateur n'est pas connecté, dans ce cas-là, il n'a pas le droit d'y accéder. Soit on va faire une condition par un préfixage, c'est-à-dire que toutes les vues limitées aux membres sera préfixées par membre underscore. Donc là, par exemple, j'appelle ça membre underscore index. Et cette page, pour l'instant, elle fera juste un... et cette page, je vais la créer au niveau de users. Hop, je crée une nouvelle vue que je vais appeler membre underscore index.ctp et ici je vais mettre un h2. Cette vue ne peut être vue que par des membres. Voilà. Donc là, cette vue, pour l'instant, elle est créée. Je vais faire un petit test tout de suite. Du coup, cette vue, pour y accéder, j'ai besoin de créer ce préfixage. Donc le préfixage, on le gère dans le corps. Vous cherchez tout de suite admin et par défaut, vous avez le préfixe admin si vous décochez cette ligne-là. Donc moi, ce que je vais faire, je vais laisser ce préfixe-là, il peut servir, et je vais en rajouter un qui est le préfixe membre. Donc automatiquement, maintenant, si j'essaie d'aller sur membre/users/index, j'accède à ma page qui est normalement sécurisée. Le problème, c'est que si je me déconnecte et que je réessaie d'y accéder, j'y ai toujours accès. Mais ça, c'est dû simplement au fait qu'au niveau de mon app controller, j'avais mis this hot allow. Donc globalement, j'autorisais tout le monde à accéder à tout. Donc ça, c'est quelque chose qui était bien pour mes tests, mais maintenant, j'aimerais bien un petit peu sécuriser. Donc globalement, je vais interdire les vues qui ne sont pas préfixées. Donc là, hop, je vais faire un petit test. If i7 this, alors ça va être plutôt différent de i7. Donc ça n'est pas défini this request params préfixe. Donc si dans la requête qu'on a faite, on n'a pas eu de préfixe, dans ce cas-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va autoriser l'action en mettant un this
hot hello. Si on n'a pas si on a un préfixe, du coup, ben, il n'y aura pas d'accès. C'est-à-dire que l'utilisateur n'y aura pas droit. Donc je reviens sur la home. Hop. Je me déconnecte. Donc là, vous voyez, je ne suis pas connecté et j'essaie de retourner sur mon action. Donc mon action, c'était membre, users, index. J'essaie d'y accéder. Vous voyez que j'y ai toujours accès. Donc ce que je vais faire, je sauvegarde ça. Donc dans mon before filter, je réessaie d'y accéder et vous voyez, bim, je me fais rediriger vers users login. Le problème, c'est qu'il garde ce préfixage. Tout simplement, au niveau du composant hot, ce que l'on va pouvoir faire, c'est définir l'URL. Mais tout simplement, on va dire l'action qui doit être utilisée. Donc là, on fait this hot login action et l'action, ça va être le contrôleur users, l'action admin, et ensuite, on va avoir membre à false, c'est-à-dire qu'on ne veut pas ce préfixe membre, et on ne veut pas non plus le préfixe admin. Donc admin aussi à false. Voilà. Du coup, maintenant, j'essaie de me rendre sur la vue membre users index, et vous voyez qu'il me redirige bien vers la bonne action. Par contre, l'action, c'était pas admin, mais login. Voilà. Donc, je reteste. Membre /users /index. Et du coup, vous voyez que maintenant, on est bien redirigé vers ce formulaire. Donc je me log encore une fois, raton et AZ2. Et maintenant, si j'essaie d'accéder à la fameuse vue secrète où personne n'y a accès, hop, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc voilà, là on a vu toutes les opérations basiques liées à la gestion des utilisateurs. Il manque encore un dernier petit truc, c'est le mot de passe oublié. Donc là maintenant je suis déconnecté, je veux me connecter et mince, j'ai oublié mon mot de passe. Et là je suis coincé, il n'y a aucun moyen de le faire. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est la mise en place du système mot de passe oublié. Donc là, je vais mettre cette fonction. Donc cette fonction, je vais l'appeler password parce que je trouve que c'est le plus simple. Et je vais la créer encore une fois dans le contrôleur users. Donc là, je crée une nouvelle fonction que je vais mettre après activate, function password, qui permet à un utilisateur de récupérer son mot de passe. Alors, ici, ça va être bon. Je vais créer la vue qui correspond. Donc, dans users, je vais créer une nouvelle vue que j'appelle password.ctp. Donc, cette vue, ça va être récupéré, ou mot de passe plutôt oublié. Mot de passe oublié. Donc là, au niveau de ma vue login, hop, je vais mettre un petit lien, alors je vais le mettre juste après, link, mot de passe oublié, point d'interrogation. Et là, l'action, ça sera password dans le contrôleur users. J'actualise, mot de passe oublié, et j'arrive sur ma vue. Donc au niveau de ma vue, c'est très simple, on va demander à l'utilisateur une seule chose, c'est son email. Donc au niveau de password, je vais créer encore une fois un petit formulaire d'utilisateur, donc form create user, et ensuite dans ce formulaire, je vais mettre un seul champ qui est le champ email, ou plutôt mail comme je l'avais appelé en base de données. Et là, c'est votre email utilisé lors de l'inscription. Et ensuite, on finit par un echo this form end. Et là, le lien, c'est go. Allez, j'ai pas trop d'idées. Maintenant, si j'actualise, je vais taper mon mail, jojoratonlaveur@gmail.com, et j'envoie. Donc maintenant, je vais devoir faire des tests. Donc au niveau de mon contrôleur, je vais devoir chercher un utilisateur qui correspond. Donc $user égale this user find. Je récupère seulement le premier avec comme condition que le mail correspond. Donc ça va être que le mail correspond à ce qui a été posté. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que je dois tester s'il y a des choses qui ont été postées. Donc if, et là on est reparti avec le request isPost. Donc si des informations ont été postées, dans ce cas-là, je stocke dans $d les informations. Hop. Et ensuite, je n'ai plus qu'à les tester. Hop. D'ailleurs, plutôt que m'embêter, ici, je vais mettre $d égale courante de this request data. Comme ça, j'aurai même pas l'index user. Donc ici, carrément, je vais appeler ça v. Voilà, ça va être encore plus pratique. Donc là, au niveau du mail, je vais mettre $v mail. C'est-à-dire que l'utilisateur a envoyé le mail. De la même façon, je veux quand même seulement les utilisateurs actifs. C'est-à-dire que si l'utilisateur n'est pas activé, il n'aura même pas l'option rappel de mot de passe. Donc ici, active 1.
Après, au niveau des informations, je récupère tout. Vous pouvez préciser fields si vous voulez récupérer que certains champs, hein. Donc si je trouve un utilisateur, donc if différent de donc if empty de user, donc le champ est enfin le tableau est vide, ça veut dire que ça ne correspond à aucun utilisateur. Donc là, je vais mettre aucun utilisateur ne correspond à ce mail. Et là, ça sera un message de type erreur. Donc là, je mets notif et après je précise un tableau qui contient le type et ça sera error. Sinon, ça veut dire que tout s'est bien passé, je vais pouvoir envoyer le mot de passe à l'utilisateur. Mais là, problème, je suis incapable de le faire. Pour la bonne et simple raison que je n'ai pas de mot de passe. L'utilisateur a rentré un mot de passe au début et ce mot de passe je l'ai encodé pour être sûr au niveau sécurité qu'il n'y ait pas de problème. Le problème c'est que vu qu'il est encodé, je n'ai aucun moyen de le récupérer. Donc plutôt que faire ça, ce que je vais faire, je vais envoyer à l'utilisateur un lien par mail et ce lien permettra ensuite de régénérer un nouveau mot de passe ou directement de connecter l'utilisateur. Moi ce que je vais faire c'est plutôt générer un mot de passe, ça sera plus sécurisé. Donc là ce que je vais faire, je vais renvoyer un mail avec une clé qui va permettre à l'utilisateur de régénérer le mot de passe. Donc là j'ai besoin encore une fois du composant email, donc je fais app uses. Et du coup ici je vais dire je veux utiliser le composant cake email qui se trouve dans network/email et ensuite j'utilise ce composant en faisant mail égale new cake email et ensuite j'envoie les différentes informations. Donc, mail et on est parti. From, donc ça va être un petit peu la même chose que signup, du coup pour éviter de m'embêter, je vais tout simplement recopier, hop hop hop, je reviens ici, je copie-colle. Donc j'envoie toujours depuis noReply, j'envoie toujours à l'utilisateur, sauf que l'utilisateur je récupère directement depuis ici. Donc ça va être $user mail. Là ça va être mot de passe oublié. J'envoie en HTML, toujours. J'envoie le mot de passe, donc là je vais utiliser un template différent. Et au niveau des informations que j'envoie, j'envoie le nom d'utilisateur, c'est très bien. Donc là ça va être username et le lien. Par contre le lien je ne l'ai pas. Donc je vais aller le créer tout de suite. Donc $link, ça sera le contrôleur users. L'action, ça sera password, l'action sur laquelle je suis. Et ensuite, j'en renvoie une dernière chose qui est le token. Donc le token, on va le générer un petit peu comme on a fait tout à l'heure. D'ailleurs, on va le générer exactement comme on a fait tout à l'heure. Donc ici, hop, je reprends quasiment le même lien en fait. Hop, et je peux écraser tout ce que je viens de faire. Et là, au niveau de l'information, ça ne sera pas l'action activate, mais l'action password. Et le token, je le fais passer à travers un paramètre, comme ceci. Voilà. Du coup, si je continue, il n'y a pas trop de problème, ça devrait fonctionner. Ça envoie le mail en utilisant MDP. Donc là, automatiquement, je vais créer ce template. Donc je vais dans email, HTML, et je crée un nouveau fichier que j'appelle mdp.ctp. Donc je copie-colle le mail précédent et là ça va être bonjour suivi du nom. Là ça va être vous avez fait une demande de rappel de mot de passe. Si c'est bien votre demande, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous. Voilà. Donc là, hop, automatiquement, l'utilisateur va pouvoir pas activer son compte cette fois-ci, mais ici, c'est me rappeler mon mot de passe. Bon, si vous voulez sécuriser encore un petit peu plus ce système-là, ce que vous pourriez faire, comme ce qu'on a vu au tout début, c'est carrément avoir un champ token dans la base de données et générer un token à chaque demande. Et ce token, le baser sur le temps ou le baser sur un critère particulier pour éviter que des gens mal intentionnés puissent réessayer d'appeler l'action. Voilà, moi je suis sur quelque chose de relativement simple, je voulais pas forcément compliquer le système, donc je base sur toujours le mot de passe pour générer le token. Mais vous pouvez le générer de la façon dont vous voulez, plus c'est tordu, moins les gens arriveront à le pirater entre guillemets. Donc rien qu'avec ce système là, déjà vous êtes plutôt sécurisé. Donc ici, au niveau du rappel du mot de passe, hop, ça doit fonctionner. Du coup, ce que je vais faire un petit test et je vais envoyer un petit mail. Donc je clique. Là, vous voyez que ça poireaute un petit peu, ça veut dire que c'est bon, l'email est envoyé. Donc
Donc là, il y a une petite erreur, ligne 81. Hop, je descends. C'est sûrement ici, j'ai dû laisser un $D. Voilà, c'était $V. Et là, this user ID, ce sera directement $V user ID. $V user ID. C'était pas $V, mais c'était hop, $user. Je vais y arriver. Hop, je réactualise et je renvoie. Donc j'ai un problème. Encore ligne 81. Donc là, ce n'est pas $V, mais c'est encore une fois $. Et là non plus, c'est user. Hop, je refais un test, je réactualise, je renvoie. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de message. C'est parce que je n'ai pas mis de flash. Il faudrait en mettre un. Et là, vous voyez qu'au niveau de ma boîte mail, j'ai mon mot de passe. Donc là, je clique ici parce que moi, je veux me rappeler mon mot de passe. Et vous voyez que le token a été envoyé. Donc maintenant, j'ai besoin de le récupérer. Donc je vais le faire tout au début. If. Et pour le récupérer, j'ai besoin de tester les paramètres. Alors moi, je ne sais plus exactement comment c'est. Donc je vais faire un debug this request. Voilà, j'actualise. Et là, dans la request, je vais voir comment sont passées les informations. Donc là, c'est passé directement dans les paramètres. Donc c'est dans params, named et ensuite token. Donc ici, if différent de empty this request params named token. Donc dans ce cas-là, je vais stocker token dans une variable pour éviter d'avoir à me galérer à chaque fois à y accéder. Token égale. Ensuite, je brise le token en deux grâce au petit tiret. C'est exactement ce qu'on avait pour la vue d'activation. D'ailleurs, on va récupérer le petit bout de code. On brise ensuite le token et on trouve un utilisateur qui correspond. Donc ici, on fait la même chose. Brisage du token grâce au petit tiret. On trouve l'utilisateur, sauf qu'on cherche seulement les utilisateurs qui sont actifs. Et ensuite, on continue. Et du coup, si l'utilisateur est actif, if user, dans ce cas-là, on fera quelque chose. Sinon, hop, on fera le reste. Donc ici, si l'utilisateur n'a pas été trouvé, on met un petit message d'erreur pour dire que le lien n'est pas valide. Donc ici, dans le set flash, on mettra le lien n'est pas valide. Et au niveau du message de notification, on mettra que c'est un message de type erreur. Voilà. Ensuite, si l'utilisateur a bien été trouvé, j'ai besoin de régénérer son mot de passe. Donc je mets this user ID égale user ID. Donc là, je récupère directement l'ID de l'utilisateur depuis la base de données. Et ensuite, je vais sauvegarder un nouveau mot de passe que je génère à la volée. Donc là, c'est là que le problème apparaît. Comment générer un nouveau mot de passe? Donc là, pour générer un mot de passe, vous faites absolument comme vous voulez. Moi, j'ai choisi une méthode un petit peu bourrin, mais qui marche très très bien. C'est d'utiliser le Unique ID. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Unique ID vous permet de générer un chiffre unique à chaque fois. Chaque fois que vous allez appeler la fonction, vous n'allez jamais avoir la même chose. Donc là, l'idée pour générer un mot de passe, globalement, c'est de faire de l'aléatoire au maximum. Du coup, hop, le password, ici, je vais le générer à cet endroit-là. Ça sera, alors ça c'est ma version. D'abord, je fais un Unique ID. Sauf que sur ce Unique ID, je mets un petit préfixe. Et ce préfixe, c'est un chiffre aléatoire. Et ensuite, je précise que je veux utiliser ce système-là. Donc c'est more entropy qui permet d'être sûr quasiment à 100% de ne jamais avoir deux fois le même chiffre. Et ensuite, cette fonction-là, je fais un MD5, histoire d'avoir une chaîne un petit peu plus longue. Sauf que bon, un mot de passe en MD5, c'est un petit peu long et c'est dur à mémoriser. Du coup, ce que je fais, je vais cutter un petit peu la chaîne. Donc là, je vais faire un substring et je récupère seulement les 8 premiers numéros. Donc, substring 0 et 8. Comme ça, ça me permet de régénérer le mot de passe. Ce mot de passe, ensuite, je vais le sauvegarder en faisant un this user save field et je le sauvegarde dans le champ password. Et sauf que j'ai besoin de stocker la version encodée avec le security hash. Donc security ::hash. Donc je sauvegarde le password. Sauf que je l'encode en utilisant la phrase. Donc là je mets nul et true. Comme ça, l'information est sauvegardée. Et ensuite, j'ai besoin d'envoyer à la vue un petit message précisant que son nouveau mot de passe est le suivant. Donc je mets flash. Et là, je mets votre mot de passe a bien été réinitialisé. Point, virgule. Voici votre nouveau mot de passe. Donc là, je mets directement le mot de passe que j'ai stocké. Donc c'est password, en clair pour le coup. Et
après, l'utilisateur devra se connecter et changer de mot de passe au plus vite. Donc là, vous pouvez même mettre un message le précisant. Donc après, et du coup, ça va continuer, ça va bien fonctionner. Je vais faire mon test tout de suite. J'ai gardé le lien que j'avais tout à l'heure, j'actualise. Et vous voyez bien qu'il dit votre mot de passe a bien été réinitialisé et il me précise que c'est ça mon nouveau mot de passe. Si j'actualise, vu que le mot de passe a été changé, ce lien n'est plus valide. Du coup, quelqu'un qui récupérerait la boîte email ne pourrait pas la réutiliser pour générer le mot de passe. Du coup, maintenant, je vais tester. Je vais me connecter avec Raton et mon mot de passe. Je fais un test et vous voyez que cette fois-ci, ça fonctionne bien. Mon mot de passe a bien été réinitialisé. Donc voilà, ça marque la fin de cette première partie. Donc un petit rappel de ce qu'on en a vu aujourd'hui. On a vu comment mettre en place la base d'un système de compte membre avec des opérations classiques. Donc on a vu la mise en place d'un système d'inscription avec envoi de mail de confirmation. On a vu la connexion et la déconnexion qui se gère très simplement grâce au composant d'authentification de CakePHP. On a vu ensuite comment gérer le système de mots de passe oubliés avec l'envoi par mail d'un lien de réactivation qui permet de régénérer un mot de passe vu que les mots de passe sont cryptés en base. On n'a pas moyen de les récupérer. On envoie un lien qui permet à l'utilisateur de le régénérer. Et enfin, on a vu comment mettre en place une petite page qui permet à chacun d'éditer son profil pour y modifier ou pour y rentrer de nouvelles informations. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster sur le forum ou à passer sur IRC.